bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui, à première vue, a l'air un peu paradoxale. Le serious game, ou jeu utilitaire. Bonjour. Oui, associer sérieux et jeu, ça peut sembler étrange. Exactement. Et pour nous guider, on s'appuie sur un ouvrage qui fait vraiment autorité. Introduction au serious game de Julien Alvarez et Damien Djouti. Une vraie référence. L'idée, c'est de décortiquer le concept. C'est quoi un jeu sérieux ? Comment ça marche ? Et surtout, comment est-ce qu'on s'en sert dans des domaines aussi variés que la médecine, l'armée ou l'écologie ? Et c'est un sujet qui est loin d'être anecdotique. Il faut bien comprendre que le jeu vidéo, aujourd'hui, ce n'est plus du tout une niche pour ados. C'est un phénomène culturel et économique absolument majeur. Ah oui, les chiffres sont vertigineux. Totalement. Le document le rappelle bien. Le marché mondial, il est passé de 18 milliards de dollars en 2003 à 69 milliards en 2012. En moins de 10 ans. Voilà. Et ça n'a fait qu'accélérer depuis. Aujourd'hui, le jeu, ça touche tout le monde. Les enfants, bien sûr, mais aussi les seniors en maison de retraite qui utilisent une Wii pour stimuler leur mémoire et leur motricité. C'est devenu un langage quasi universel, en fait. Et c'est dans ce contexte que l'idée de serious game prend tout son sens. Alors, commençons par la base. C'est quoi exactement la définition ? Alors, la définition proposée dans le livre est très claire et c'est la fondation de tout. Un serious game, c'est une application informatique qui combine intentionnellement, et le mot intentionnellement est capital, C'est le mot-clé. c'est le mot-clé. Elle combine des aspects utilitaires, comme l'enseignement, l'entraînement, la communication, avec des mécaniques ludiques, des ressorts qui viennent du jeu vidéo. Donc, si je résume, la formule, c'est scénario utile plus mécanique de jeu vidéo. C'est exactement ça. L'intention du créateur est au cœur du projet. Le jeu est pensé, dès le départ, pour un objectif qui dépasse le simple divertissement. D'accord, l'intentionnalité, c'est la base. C'est conçu pour être un outil. Mais ça m'amène tout de suite une question. Prenons un prof de géo qui utilise, disons, SimCity. Un classique. Voilà. Pour faire comprendre l'urbanisme à ses élèves. Le but des créateurs de SimCity, c'était pas du tout éducatif. Eux, ils voulaient faire un jeu de divertissement. Pourtant, l'usage, là, il est sérieux. Alors qu'est-ce que c'est ? Ah, excellente question. Et c'est une distinction qui est très bien expliquée. Là, on ne parle pas de serious game, mais de serious gaming. Le gaming. Oui, c'est l'acte de détourner un jeu commercial de son but premier pour une finalité utilitaire. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Utiliser SingStar en cours d'anglais pour la prononciation, Bien sûr. ou un jeu de stratégie pour illustrer des concepts en cours d'histoire, c'est un détournement, mais le jeu, lui, n'a pas été conçu pour ça à l'origine. Je vois. Donc, d'un côté, on a le jeu créé pour être sérieux, le serious game, et de l'autre, le détournement, le serious gaming. Mais j'imagine qu'il y a des cas un peu entre les deux, non ? Des hybrides. Tout à fait. Et c'est la troisième voie, qui est fascinante, les modes. Les modifications de jeu faites par la communauté. Exactement. Des modifications logicielles, souvent créées par des amateurs, qu'on vient greffer sur un jeu qui existe déjà. Et certains de ces modes, eh bien, ils transforment un jeu de pur divertissement en un vrai serious game. Vous avez un exemple ? Oui, et il est percutant. Escape from Woomera. À la base, c'est une modification du jeu de tir très célèbre Half-Life. Sauf que là, le but, ce n'est pas de tuer des aliens. Non. Non. Le mode a été créé pour alerter l'opinion publique sur les conditions de vie dans les camps de réfugiés en Australie. Le joueur n'est pas un soldat, il incarne un demandeur d'asile. C'est puissant. On prend le moteur d'un jeu de divertissement pour servir un message politique, social, très fort. Voilà. Et comme il y a une intention de conception très claire derrière le mode, eh bien ça rentre parfaitement dans la case Serious Game. D'accord. Le paysage est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. Pour s'y retrouver dans tout ça, il faut une méthode, une grille de lecture. Et justement, les auteurs proposent un modèle de classification, le GPS. Oui, c'est un outil très pratique pour cartographier un peu tout ça. Il y a 3 critères. Le premier, c'est G, pour gameplay. Gameplay. Et là, on distingue le jeu du jouet. Le jeu, qu'on appelle ludus en théorie du jeu, il a des règles, des objectifs clairs, on peut gagner ou perdre. C'est un serious game. Et le jouet. Le jouet, ou paidia, c'est beaucoup plus libre. C'est comme un bac à sable. Il n'y a pas de but final imposé, pas de game over. L'idée, c'est d'explorer, d'expérimenter. Et quand un outil sérieux prend cette forme, on l'appelle un serious play. Moins de compétition, plus d'exploration. Compris. Ça, c'est le G. Et le P. Le P, c'est pour permet de. C'est la fonction principale. Il y en a 3. La première, c'est de diffuser un message éducatif, informatif, persuasif.
La communication en somme. C'est ça. La deuxième, c'est de prodiguer un entraînement, développer des compétences, des gestes, des réflexes. Et la troisième, qui est peut-être la plus surprenante, c'est de favoriser l'échange de données. C'est ce qu'on appelle les data games. Et sur ce point, il y a un exemple dans le livre qui est juste ahurissant. C'est le jeu Foldit. Ah, Foldit, c'est le cas d'école parfait du data game. C'est un jeu en ligne qui propose aux joueurs de résoudre des puzzles. Mais ces puzzles, ce sont des problèmes de repliement de protéines. Un problème scientifique ultra complexe. Extraordinairement complexes. Et le résultat est juste dingue. En 2011, les joueurs de Foldit ont résolu en quelques semaines la structure d'une enzyme clé liée au virus du sida. Pardon. Mais il faut qu'on s'arrête une seconde là-dessus. Ça veut dire que des milliers de joueurs, pas forcément des scientifiques, ont résolu un problème sur lequel des chercheurs pointus butaient. Depuis plus de 10 ans. Mais c'est fou! Ce n'est plus juste un jeu, là. On utilise l'intelligence collective humaine, via une interface de jeu, pour faire de la recherche fondamentale. C'est exactement ça. Le jeu devient un outil de découverte scientifique. Et pour finir, le modèle, le dernier critère, c'est S, pour secteur. Bon, ça c'est le plus simple. C'est le marché visé. Santé, défense, éducation, écologie. Et le public cible. D'accord. GPS. Pour que ce soit bien concret, appliquons-le. Prenons un exemple du livre, Stop Disasters, un jeu de l'UNI. Parfait. Alors pour le G, Stop Disasters est un serious game. Il y a des objectifs, un score, on peut gagner. C'est un ludus. D'accord. Pour le P, il permet de diffuser un message éducatif et informatif sur la prévention des catastrophes naturelles. Et pour le S, le secteur, c'est l'humanitaire, l'écologie. Et ça s'adresse au grand public, surtout les 9-16 ans. C'est limpide. En 3 lettres, on a la carte d'identité du projet. Bon, maintenant j'aimerais qu'on plonge dans un secteur où les enjeux sont particulièrement élevés, la défense. Le livre identifie un jeu en particulier comme le point de départ de la vague actuelle. Oui, un jeu qui a fait l'effet d'une bombe à sa sortie, America's Army. On est en 2002, l'armée américaine lance ce jeu de tir tactique en ligne. Et techniquement, il était très bon, non? Extrêmement bon. Il rivalisait sans problème avec les blockbusters de l'époque comme Counter-Strike. Sauf qu'il y avait un détail énorme. Il était gratuit. Et de 7 millions de dollars. Et le côté sérieux, il n'est pas juste à côté, il est dans le gameplay même. C'est-à-dire? Par exemple, pour pouvoir jouer en ligne, vous devez obligatoirement passer un entraînement qui reproduit les vrais exercices de l'armée américaine. Donc, pour avoir le droit de jouer, on doit d'abord apprendre à devenir un soldat. C'est ça. Le jeu vous force à respecter la hiérarchie, à coopérer. Et il y a même un score d'honneur. Si vous tirez sur un civil ou un coéquipier, votre score baisse et vous pouvez être exclu. C'est du conditionnement, en fait. On n'apprend pas juste à tirer. On apprend un comportement de soldat américain. D'ailleurs, le joueur incarne toujours un soldat américain et l'adversaire est toujours l'ennemi. Et puis, la violence est très édulcorée, pas de sang. Ça a permis au jeu d'être classé teen pour les 13 ans et plus et donc de toucher sa cible de recrutement. Un outil aussi frontal qui mélange jeu, propagande, recrutement, ça a dû provoquer de sacrées réactions. Ah oui, un tollé. Le document rapporte que ça a lancé d'intenses débats éthiques. Des associations de vétérans ont manifesté avec des slogans comme « La guerre n'est pas un jeu ». Il dénonçait quoi exactement? Ils dénonçaient une forme de banalisation, une vision de la guerre qui serait propre, héroïque, sans la peur, sans la souffrance, une version gamifiée du combat qui évacue toute son horreur. Et la réaction de l'armée américaine? Ils ont continué. Mieux, ils ont accéléré. Le jeu a été mis à jour pendant des années, porté sur console, et il y a même eu des bornes d'arcade America's Army dans les centres de recrutement. L'efficacité en termes d'image était pour eux indiscutable. C'est une approche très directe. Et en Europe, en France par exemple, on a fait la même chose. L'approche française, qui est décrite et assez différente, on sépare beaucoup plus la com et la formation. Pour le recrutement, la marine a lancé des jeux comme la série Être marin. C'est clairement affiché comme un outil de communication pour faire découvrir les métiers. D'accord. Et pour l'entraînement des soldats? Alors là, on est plus dans le serious gaming, le détournement. L'armée de terre utilise une version modifiée d'un jeu commercial, Opération Flashpoint. C'est une communauté de passionnés qui a créé un mode avec les armes et les véhicules français. Et l'armée s'est servie de ça. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Je veux dire, on est loin d'un simulateur à plusieurs millions d'euros. C'est le point clé. La raison est avant tout économique. Un poste d'entraînement avec ce jeu, ça revient à 140 €. 140 euros? Voilà. Face à des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour un simulateur pro.
Ça ne le remplace pas, attention, mais ça permet d'entraîner des réflexes tactiques, la coordination, à très grande échelle et pour un coût dérisoire. C'est un complément très efficace. C'est passionnant. Pour résumer, on a défini ce qu'est un serious game, cette alliance intentionnelle du jeu et de l'utile. On a vu les nuances avec le serious gaming et les modes. On a un outil pour les classer, le GPS. Exactement. Et le cas de la défense montre à quel point ces outils peuvent être puissants et soulever de vraies questions éthiques. Oui, et il faut garder à l'esprit que la défense n'est qu'un exemple. La santé, l'éducation, l'écologie, tous ces domaines sont en pleine exploration, avec des approches souvent bien plus subtiles. Justement, pour finir, une dernière pensée. Le livre mentionne que l'armée suédoise, elle, a fait un choix très différent de l'approche américaine. Pour son recrutement, elle a utilisé des jeux qui ne sont pas du tout centrés sur le combat. Plutôt sur la résolution de problèmes, le travail d'équipe. Et ça ouvre une question intéressante. On a vu l'approche quasi brutale d'America's Army. Mais cette autre voie, elle suggère autre chose. Peut-être que pour former, ou pour convaincre, la simulation ultra-réaliste n'est pas toujours la meilleure solution. Peut-être que l'efficacité se trouve parfois ailleurs, dans des jeux plus abstraits, plus créatifs, qui ne cherchent pas à imiter la réalité, mais plutôt à la réinventer.